Bonjour et bienvenue donc sur ce webinaire. Donc Elisabeth Boyer, DRAIO adjointe au SAIO, donc au Service académique information et orientation de Créteil. Bienvenue sur ce webinaire. Je suis accompagnée par toute l'équipe du pôle post-bac du service, avec notamment Christelle Bourgeois, mon adjointe sur ce sujet. Et puis je Bonjour. et les collègues se présenter, Christelle, et puis les collègues se présenter, puisque c'est elles qui font, je dirais, le gros du travail sur ce webinaire et sur tout l'accompagnement dont vous bénéficiez, vous et les élèves, autour de la procédure Parcoursup. C'est aussi pour moi l'occasion, d'une part pour vous de les rencontrer, puis pour moi de les remercier pour tout ce travail précis, de longue haleine, qu'elle mène tout au long de l'année autour de l'accompagnement des candidats et des établissements sur cette procédure Parcoursup qui, même si elle est rodée, demande encore chaque année à accompagner, puisqu'il y a aussi des évolutions, il y a encore des questions qui peuvent se poser. Et donc, elles sont là, toujours présentes, j'allais dire presque de jour comme de nuit, parce qu'il y a des moments, c'est presque cela, et j'en profite pour les remercier. Donc, je vais les laisser se présenter, parce que ce sont aussi les personnes que vous avez quand vous téléphonez ou quand vous adressez des messages dans le cadre de la messagerie contact de Parcoursup. Bonjour à Vous voulez? tous. Voilà. Christine Bourgeois, donc chef adjointe au SAIO et plutôt en charge du dossier post-bac. Nous avons souhaité effectivement mettre en place ce webinaire à destination des équipes éducatives de la voie professionnelle qui accompagne les élèves de terminale bac pro actuellement tout au long de la procédure Parcoursup. L'objectif, c'est vraiment de faire un focus aujourd'hui sur les moments d'actualité, donc la période d'inscription et puis la fiche à venir. Je vais laisser les collègues du service post-bac se présenter. Alors Mélanie Gerboudi, bonjour, psy chargée de mission au pôle post-bac. Bonjour à tous, Maëva Martinel, chargée de mission au pôle post-bac. Bonjour à tous, Dorolane Sophie, psy chargée de mission au pôle post-bac également. Merci à vous. Donc nous allons commencer, comme le disait Christelle, l'objectif de cette rencontre, elle est vraiment destinée aux équipes qui accompagnent des élèves de bac professionnel. C'est vraiment un temps spécifique. Donc nous allons faire un certain nombre de focus sur ce public-là, tant sur les quelques premières diapositives relatives à des éléments de bilan de la campagne précédente. On va passer relativement vite, mais ça permet quand même de voir un certain nombre d'éléments sur la façon dont les choses se sont passées l'an dernier, puis quelques points d'alerte, notamment sur les vœux des candidats. Et puis ensuite, on rappellera quelques éléments de la procédure sur la fiche à venir, sur des éléments de calendrier, etc., que vous connaissez déjà pour un certain nombre d'entre vous, mais ça permet de resituer un peu les éléments de contexte. Mais l'essentiel, je dirais, de ce webinaire est d'attirer votre attention sur une nouveauté pour cette année qui concerne les élèves de bac professionnel dans le cadre de leur accès au BTS, puisque on est arrivé au bout de l'expérimentation de 2017 sur l'accès privilégié des bacs professionnels en BTS, et donc il y a un certain nombre d'évolutions. On parle de généralisation, on n'annule pas ce qui a été fait, mais donc il y a quelques modalités qui évoluent, et donc c'est surtout cela que nous souhaitions vous présenter. Je rappelle quand même en contexte, si vous voulez reprendre ces éléments, qu'une publication au bulletin académique de jeudi dernier a été réalisé sur cette thématique-là. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu. Si ce n'est le cas, je vous invite à le regarder, puisque les choses sont là sous une forme écrite et donc vous permettra de reprendre ce que nous allons présenter aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'objectif de ce temps de rencontre. Comme le disait Christelle, le chat est aussi ouvert, donc dans la mesure du possible, nous essaierons de répondre, les collègues essaieront de répondre dans le chat. Et puis le diaporama aussi pourra être communiqué sans aucun problème. Voilà, donc nous allons commencer et rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je vais faire cette première partie sur les éléments de bilan. Voilà, je vous informe que je devrais malheureusement vous quitter en cours de webinaire, donc vous serez entre de bonnes mains pour poursuivre, et donc je suis retenue sur une autre réunion, et donc je ne vais pas pouvoir faire la totalité de ce webinaire avec vous.
Alors sur les éléments de bilan, sont présentés ici quelques éléments relatifs, à l'évolution, une vue d'ensemble sur à la fois le taux de participation de nos candidats selon les types de bac sur les 2 dernières années, les taux de propositions que ces jeunes ont reçus et puis, les taux d'acceptation des propositions. Vous avez à la fois donc sur les 3 histogrammes, l'année 2022, l'année 2023, dans la couleur la plus claire l'année 2022, la couleur la plus foncée 2023, et donc sur les 3 séries de bacs, les bacs généraux, les bacs technologiques et les bacs professionnels. Donc vous voyez ici comment les choses peuvent avoir évolué, tant en termes de candidature, donc le nombre d'élèves qui ont candidaté sur Parcoursup. Alors si on fait le focus sur nos bacs professionnels, on voit qu'on a une petite baisse l'an dernier sur le taux de participation de nos élèves de bac professionnel à la procédure Parcoursup, puisqu'on est passé de 63,2 à 62,7. Ce sont des éléments que l'on retrouve aussi sur les bacs technologiques, et pour les bacs généraux, les choses sont restées stables. Globalement, on a eu l'année dernière 8 487 lycéens de terminale professionnelle qui ont participé à la phase principale. En pourcentage, ça représente un petit nombre, mais en effectif, ça représente à peu près 128 élèves de moins qui ont participé l'année dernière à la procédure Parcoursup. Alors ces éléments peuvent s'expliquer notamment, hein, par rapport, je dirais aussi au travail qui est fait autour de la réforme du lycée professionnel et du travail autour de l'insertion aussi, et peut-être aussi lié, je dirais à l'état du marché de l'emploi actuellement, avec un certain nombre de jeunes qui font peut-être de façon plus réfléchie, plus positive, le choix de faire des demandes vers l'enseignement supérieur, et peut-être de façon moins systématique, mais où les 2 alternatives, soit poursuite d'études, soit aller vers l'insertion, sont peut-être examinées de façon plus éclairée, je ne sais pas si on peut dire comme ça, en tout cas avec moins de contraintes au regard aussi du marché de l'emploi. Donc à voir comment les choses vont évoluer, mais on est sur quelque chose qui a un tout petit peu baissé, mais qui n'est pas inquiétant en tant que tel. Ensuite, on peut regarder donc l'évolution des taux de proposition. Nos élèves de bac professionnel ont eu par contre un taux de proposition qui a augmenté, puisque nous avions 74,1% des candidats qui avaient reçu une proposition en 2022 et 77,6% l'an dernier. Donc là, on est sur un taux de proposition qui augmente. Là aussi, hein, ce sont des hypothèses, mais peut-être qu'on a des jeunes qui font des vœux qui sont peut-être plus adaptés à leur profil, qui sont peut-être des vœux aussi, tout à l'heure je le disais, plus réfléchis. En tout cas, ils ont des propositions de façon un peu plus importante que l'an dernier, que l'année précédente, sur l'année 2023. De la même façon, sur le taux d'acceptation, là aussi, on a un taux d'acceptation qui est aussi un peu en augmentation, donc toujours en tout cas sur cette même hypothèse. Ce qui n'est pas nécessairement le cas sur les autres bacs. Alors, on voit malgré tout, hein, que les taux de proposition de nos bacheliers professionnels sont un peu inférieurs à nos bacheliers généraux et nos bacheliers technologiques, mais là aussi, je dirais pas d'inquiétude majeure, dans le sens où on sait que un des objectifs du bac professionnel peut être la poursuite d'études, mais ce n'est pas le seul objectif, puisqu'il peut y avoir aussi l'aspect insertion professionnelle. Sur la diapositive suivante, cela vous permet de voir quelles sont les formations les plus demandées par nos bacheliers professionnels, globalement par type de formation, qu'ils soient bacheliers, c'est ce que vous trouvez sur la partie gauche de la diapositive, issus de terminales professionnelles du domaine de la production, ou sur la partie droite du domaine des services. Petit point d'alerte ou petit point de vigilance, hein, sur les demandes de donc là, ce sont les formations que demandent nos jeunes de terminale professionnelle. On peut être satisfait parce qu'on sait que leurs chances de réussite, parce qu'il y a la question de l'admission, puis après il y a la question de la suite de parcours et de la réussite du parcours. Globalement, nos élèves de bac professionnel demandent majoritairement des BTS, hein, qui sont le type de formation le plus adapté à leur réussite. Donc là, on peut s'en satisfaire. On voit quand même un écart entre les élèves issus du domaine des services et ceux issus du domaine de la production. Autant sur le domaine des services, on est vraiment sur une forte proportion vers les BTS, autant sur le domaine des services, c'est un petit peu moins le cas. Et ce qui peut être un petit peu interrogeant, inquiétant, je ne sais pas si j'irais jusqu'à inquiétant, c'est notamment nos élèves issus de bac professionnel service qui demandent des poursuites d'études à l'université, et notamment en licence, où là on note quand même une augmentation, puisque l'année dernière on avait 22% de nos candidats qui demandaient une poursuite d'études en licence.
Et là, on a quand même un certain nombre d'années de recul sur la réussite des bacheliers professionnels en licence à l'université. On sait qu'on est quand même sur des choses qui sont quand même très, très aléatoires ou très, très à la marge. On a très, très peu d'élèves issus de bac professionnel qui réussissent en licence. L'écart entre les attendus et les compétences développées pendant les années de lycée professionnel en bac professionnel, cet écart est quand même très, très important et la marche est vraiment très, très importante. Donc là, quand même, point de vigilance. Alors, on sait, hein, je dirais, pour nos élèves de lycée professionnel, ce que peut représenter la poursuite d'études, aller à l'université, faire des vœux à l'université. Pour un certain nombre d'entre eux, ça peut être aussi la recherche d'un statut, on le sait, le statut d'étudiant. Pour certains aussi, il peut y avoir un vrai projet derrière autour un petit peu d'une réparation ou de l'estime de soi avec peut-être un vécu autour de l'entrée en lycée professionnel qui n'a pas été complètement positif. Et donc dans l'idée un peu fantasmée hein, de se dire je rejoins l'université pour réparer un petit peu cette blessure qu'a pu représenter pour certains l'accès au lycée professionnel. Il peut y avoir voilà, ce type d'enjeu derrière cela, mais c'est vrai qu'on peut s'inquiéter si malgré tout ils sont pris en licence et qu'ensuite ils sont complètement dépassés, totalement décrochés par rapport à leur possibilité de réussir en licence. Donc, point de vigilance sur cet aspect-là. Et notamment, j'insiste sur la partie PASS ou LAS. Donc, je rappelle que ce sont les parcours de formation à l'université qui permettent d'accéder aux études de santé. Donc médecine, kiné, dentaire, sage-femme, etc. Où là, on a quand même une augmentation à regarder de près, puisqu'on est passé de 5% de nos bacheliers professionnels services à 8% l'an dernier. Là aussi, vraiment une vigilance très très importante parce qu'ils peuvent être admis, hein, parce que je rappelle que l'entrée en licence n'est pas sélective. Pour autant, on est vraiment à des taux de réussite qui sont vraiment très proches de 0. Donc c'est quand même leurrer les candidats que de leur laisser croire, mais pour autant on ne peut pas les empêcher d'emblée, mais leur laisser croire qu'ils vont pouvoir mener un parcours de réussite dans ces parcours-là. Donc à regarder, vous pouvez le faire hein, pour chacun de vos lycées. Je rappelle que dans les lycées, vous avez maintenant depuis cette année des tableaux de bord par classe ou pour votre lycée globalement pour suivre les vœux qui ont pu être formulés, les taux d'acceptation de l'an dernier de vos élèves. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui s'est passé parce que quelquefois quand on est dans la procédure, on est la tête un peu dans le guidon, mais de reprendre le temps un peu après coup avec les équipes pour voir un petit peu ce qui s'est passé pour vos candidats et puis peut-être voir quel type d'actions peuvent être menées, notamment je pense peut-être en première, hein, de façon un peu anticipée pour permettre aux élèves de terminale de faire des choix qui soient réalistes, éclairés, en toute connaissance de cause et pas des choix un peu dans la précipitation ou par défaut ou sans bien mesurer tous les enjeux de ces choix. Sur la diapositive suivante, de façon un peu plus détaillée, vous retrouvez les formations les plus demandées et proposées par nos bacheliers professionnels hein, de l'Académie de Créteil. Là aussi, hein, donc les 15 spécialités les plus demandées par nos élèves de Terminal Pro en bleu, et puis sur la partie droite, les 15 spécialités les plus proposées pour nos candidats. Donc, on voit, hein, alors que les choses sont très concentrées, mais c'est aussi lié, je dirais, à la fois notre offre de formation en BTS, mais qui est aussi lié, bien sûr, à la configuration de nos candidats de bac professionnel, avec une part importante de bacheliers professionnels sur le domaine des services, où on a donc une demande assez forte hein, sur un certain nombre de BTS de services, et puis là aussi, hein, des propositions assez fortes sur ce domaine-là. Alors, je vous dis l'offre de formation, la demande des candidats, les profils des candidats et la configuration de nos bacs professionnels dans notre académie. Après, vous le savez, ça ne vous a pas échappé, vous l'avez bien en tête, hein, que on a aussi une politique volontariste très marquée sur l'Académie de Créteil et plus largement en Île-de-France
pour faciliter l'accès de nos bacheliers professionnels en BTS, notamment par l'intermédiaire des taux qui sont fixés, de places priorisées pour les élèves issus de bac professionnel. Donc, bien entendu, on retrouve tout cela, ça se traduit bien entendu après dans les propositions qui sont faites à nos candidats. Donc voilà un petit peu pour ce retour rapide en arrière sur la campagne précédente. Et puis donc dans la seconde partie, on va pouvoir partir sur la campagne suivante. En conclusion sera faite, et je fais le lien même si on vous le rappellera, hein, mais sur la réussite de nos élèves en BTS, n'oublions pas qu'à partir de la rentrée prochaine, on a une généralisation de ce qui a été expérimenté cette année, notamment sur le parcours de consolidation des bacheliers professionnels en BTS, qui vise à améliorer la réussite de nos élèves en BTS, nos élèves de Bac Pro, puisque la première étape de cette politique volontariste est de leur permettre et leur faciliter l'accès en BTS. Il nous reste encore à travailler collectivement la réussite de ces élèves en BTS, même si elle est bien meilleure qu'en licence, par exemple. Pour autant, on a quand même un certain nombre d'élèves qui abandonnent, échouent, décrochent sur leurs années de BTS. Et donc, le travail d'accompagnement et de prise en charge de ces jeunes en BTS reste à poursuivre, même s'il est déjà engagé par un certain nombre d'équipes. Voilà, je m'arrête là pour ma partie, et donc vous allez avoir la suite sur cette campagne par les collègues. Alors, je prends le relais. Donc là, pas de nouveauté, hein. On a toujours une priorité qui est accordée aux lycéens boursiers, avec également la possibilité pour les lycéens boursiers qui acceptent une proposition de formation dans une autre académie de pouvoir bénéficier d'une aide financière de 500 €. Le fait qu'un lycéen boursier puisse avoir dans son dossier Parcoursup donner la visibilité aux établissements sur lesquels il postule, le fait qu'il participe à une cordée de la réussite est assez intéressante, parce qu'on sait qu'un certain nombre de formations, de BTS notamment, vont regarder cette information et la prendre en compte dans le cadre de l'étude des dossiers. Donc, comme c'est à la main de l'élève, du candidat, de dire s'il accepte ou non d'avoir cette information visible sur son dossier, en tant qu'équipe éducative, on vous invite à peut-être passer le message et de leur dire, lorsque vous ouvrez votre dossier de candidature, indiquez bien que vous participez à des cordées de la réussite. C'est tout à leur bénéfice. Et puis, comme Madame Boyer vient de le dire, on a toujours des places qui sont priorisées pour les bacheliers professionnels en BTS, et de la même façon, des places priorisées en DUT pour les bacheliers technologiques. Parcoursup, c'est à la fois des formations en statut scolaire, mais également sous statut d'apprenti. Donc, on a de nombreux bacheliers professionnels qui font des vœux mixtes, hein, à la fois sous statut scolaire et sous statut d'apprenti. Il n'y aura de réponse définitive, ou en tout cas de proposition définitive donnée, qu'à partir du moment où le candidat aura signé son contrat d'apprentissage. Un rappel des grandes étapes. Donc, vous le savez, on est en pleine période de formulation des vœux par les candidats depuis le 17 janvier, et fermeture de cette étape au 14 mars, c'est-à-dire très prochainement. On regarde tous les jours, hein, quel est l'état d'avancée des inscriptions de nos lycéens, et on voit qu'il y a certains établissements, certains candidats qui n'ont pas encore ouvert leur dossier ni formulé de vœux. On sait que pour les bacheliers professionnels, c'est un peu complexe au vu des dates des périodes de stage, mais n'hésitez pas à accompagner vos élèves dès qu'ils reviennent en cours au sein de vos établissements, pour les inviter, donc les accompagner dans le cadre de la formulation des vœux et d'ouverture de dossier. Deuxième période, alors date limite également pour la confirmation des vœux, c'est-à-dire pouvoir compléter leur dossier. Et puis, début de la phase d'admission à partir du 30 mai
et jusqu'au 12 juillet, donc pour la phase principale, avec la possibilité, s'ils le souhaitent, de pouvoir formuler de nouveaux vœux dans le cadre de la phase complémentaire à partir du 11 juin. Les candidats qui n'auraient pas eu de proposition ont la possibilité de saisir la caisse à partir du 4 juillet et fin de la phase complémentaire au 12 septembre. On a souhaité mettre en avant un certain nombre de formations qui sont ouvertes dans l'Académie de Créteil, qui sont assez méconnues, puisqu'on a finalement assez peu de candidats sur ces formations qui sont courtes, des formations en 1 an, des formations complémentaires d'initiatives locales ou des certificats de spécialisation. Donc les certificats de spécialisation remplaceront à la rentrée les mentions complémentaires en 1 an. Vous voyez qu'elles ont vraiment une entrée-insertion extrêmement marquée. Donc elles peuvent être très intéressantes pour des bacheliers professionnels. Dans le cadre du diaporama, lorsque le support sera diffusé, vous avez le lien direct avec la page de Parcoursup pour prendre connaissance de ces différentes formations. Alors on ne les a pas toutes mises, on a mis les nouvelles et puis celles qui sont les moins connues. Et puis, autre nouveauté, nous avons dans le cadre de la région académique, l'ouverture de 2 classes préparatoires aux grandes écoles qui sont destinées aux bacheliers professionnels. Alors, ce type de formation existait déjà en province, mais pas dans le cadre de l'Île-de-France. Donc là, on en a 2. Une au lycée Chaptal qui est plutôt destinée aux bacheliers du secteur de la production et l'autre au lycée Élisa Lemonnier pour les bacheliers du secteur des services. Là également, vous avez des liens qui vous mèneront directement au flyer, donc à la présentation de ces 2 formations. Madame Martinel. Alors, comme vous l'a dit Madame Bourgeois, là nous sommes dans la deuxième grande étape de Parcoursup, à savoir l'inscription et la formulation des vœux. 2 petits points d'attention pour vos élèves qui n'auraient pas encore créé leur dossier sur Parcoursup. Ceux qui auraient créé un compte favori, donc avant le 17 janvier, il était possible de créer un compte favori. Ça permettait aux élèves de consulter un peu le catalogue des formations et déjà établir une préférence. Si vos élèves souhaitent que leur dossier Parcoursup ait la même adresse mail que celle renseignée sur le compte favori, il y a une petite manipulation à effectuer. Donc, s'ils veulent s'inscrire et créer un dossier avec cette même adresse mail, la plateforme risque de leur envoyer un message d'erreur pour leur dire qu'il y a déjà un compte référencé avec cette adresse. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est se connecter au compte favori. Et depuis le compte favori, donc si possible depuis un ordinateur pour bien voir toutes les fonctionnalités, en haut à droite, les élèves pourront créer leur dossier à partir de ce compte. Donc c'est intéressant parce qu'ils pourront récupérer les vœux ajoutés en favori, qu'ils pourront ensuite basculer s'ils le souhaitent dans la liste de leurs vœux à formuler. Donc voilà, deuxième point d'attention pour vos élèves, c'est l'identité. Donc INE et nom prénom. Donc, certains de vos élèves, s'ils s'inscrivent, peuvent recevoir le message indiquant qu'ils ne sont pas retrouvés dans la classe. En général, quand ça arrive, c'est parce qu'ils ne se sont pas inscrits avec l'INE. Certains candidats sont bloqués et donc ils reviendront vers nous ou vers vous. Et d'autres candidats arrivent quand même à créer le dossier Parcoursup sans l'INE, mais vous pourrez voir dans, en tout cas, les titulaires du compte administrateur sur Parcoursup pour voir que l'élève n'est pas dans le suivi des vœux. Donc, ils ne pourront pas faire le suivi des vœux de ces élèves. Si les élèves ne renseignent pas exactement les mêmes noms, prénoms, deuxième prénom que pour leur inscription auprès de la maison des examens, ça peut créer un bloquant aussi au moment de la remontée des résultats. Donc, il faut que l'INE, que le nom de famille, les prénoms soient identiques sur le dossier Parcoursup et auprès de la maison des examens pour que l'association entre le bac et le dossier puisse se faire normalement, se faire facilement. Donc là, nous sommes encore dans la période de formulation des vœux. Donc, passé le 14 mars, vos élèves ne pourront plus ajouter de vœux à leur liste.
et jusqu'au 3 avril, ils pourront constituer leur dossier de candidature, donc remplir les éléments attendus par chacune des formations pour pouvoir envoyer leur dossier dans les établissements. Donc là, ce qu'on recommande, c'est vraiment un accompagnement, si ce n'est pas déjà le cas, un réel accompagnement des élèves. On sait que ça peut être difficile avec les périodes de stage. Quand ils font un peu leurs vœux tout seuls dans leur coin ou créent leur dossier seuls dans leur coin, il peut y avoir des anomalies, ils peuvent passer à côté de certaines anomalies. Donc, si vous avez l'opportunité de les accompagner durant la vie scolaire, en tout cas quand ils sont présents dans l'établissement, ce sera un plus pour eux. La confirmation des vœux. Donc, une fois qu'ils ont formulé leurs vœux, ils doivent remplir, comme je disais, le dossier de candidature. Donc, pour rappel, les documents qui sont généralement tout le temps attendus dans les dossiers de candidature, ce sont les bulletins scolaires, les bulletins de première et de terminale, les notes, les résultats au bac, donc ce sont les notes du contrôle continu de première et les résultats aux épreuves anticipées. Les pièces complémentaires quand elles sont demandées par des formations, donc ça peut être un questionnaire, un formulaire à télécharger et à déposer sur la plateforme ou un questionnaire à remplir directement depuis leur espace, un CV s'ils font des vœux en apprentissage, la rubrique activité centre d'intérêt, la lettre de motivation si attendue et la fiche à venir. Donc là, on va faire un petit focus sur ces 3 dernières pièces, donc la rubrique activité centre d'intérêt, la lettre de motivation et la fiche à venir, parce qu'il y a des petites particularités qu'on aimerait bien voir avec vous. Donc la lettre de motivation, cette année, elle n'est pas demandée par tous les établissements. Donc elle est vraiment attendue, demandée par les établissements qui vont réellement l'intégrer dans l'examen de la candidature. La lettre de motivation, ce n'est pas une dissertation. Donc là, les élèves ne doivent pas voir cette lettre de motivation comme un exercice, mais vraiment, ce qui est attendu, c'est la compréhension de la formation par l'élève, par le candidat. Parce que bien souvent, on voit que les élèves confondent un petit peu, enfin, ont des a priori par rapport à l'intitulé d'une formation et sont déçus au moment de la rentrée parce que ça ne répond pas du tout à leurs attentes et au projet qu'ils ont, le projet professionnel qu'ils ont. Donc voilà, donc bien dans la lettre de motivation, expliquer pourquoi on choisit cette formation, l'intérêt, vraiment expliquer quel est le lien avec le projet professionnel, ce que ça pourra apporter. Voilà, en général, toutes les lettres de motivation ont 1500 caractères, donc ils peuvent s'exprimer en 1500 caractères, sauf pour les formations en institut de soins infirmiers, donc les IFSI, parce que pour les IFSI, c'est un élément qui est très attendu, qui est très étudié, la lettre de motivation, donc ils ont un peu plus de caractères, ils ont davantage d'espace pour expliciter la compréhension de la formation et pourquoi ils la choisissent. La lettre de motivation, elle est personnelle. Il faut la renseigner avec soin, ne pas faire de fautes d'orthographe, etc. Mais les professeurs d'université nous ont quand même dit qu'ils préféraient une lettre de motivation qui contient des fautes d'orthographe plutôt que les copier-coller sur les sites internet ou nouveauté de cette génération, les logiciels avec intelligence artificielle. Donc en général, elles sont bien écrites, mais elles sont similaires, elles se ressemblent. Et donc, effectivement, quand une formation constate que c'est une lettre de motivation rédigée par un logiciel, bon, c'est dommage, parce que c'est un petit peu pénalisant dans la candidature. Donc, n'hésitez pas à indiquer à vos élèves de vraiment écrire une lettre de motivation, d'exprimer vraiment leurs envies, leurs projets, pourquoi le choix de la formation, et qui peut avoir des petites fautes tant que le projet est bien motivé. Voilà. Ce qui veut dire aussi que cette lettre de motivation, elle ne doit pas être faite au dernier moment, la veille ou quelques heures avant la clôture de la phase de la validation des vœux, hein. Donc bien anticiper les différents éléments. Exact. Alors, deuxième pièce, autre pièce qui accompagne le dossier de candidature, mais là c'est particulier, donc sur la slide suivante, c'est la rubrique préférences et autres projets. Alors, pourquoi cette rubrique est particulière?
Elle est obligatoire, mais elle n'est pas à destination des formations. Elle est à destination de la CAES, donc la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Pour rappel, donc si vos élèves n'ont pas de proposition d'admission au 30 mai, donc pendant la phase principale, ils ne reçoivent aucune proposition d'admission, ils restent sur liste d'attente, ils sont placés très loin en liste d'attente ou ils ont formulé des vœux uniquement pour des formations sélectives et ils auraient reçu que des refus. Ils ont encore la possibilité de solliciter l'académie via l'onglet CAES qui sera disponible dans leur dossier. Et donc l'AKS, donc dans l'Académie de Créteil, l'AKS est composé, les KS sont composés d'inspecteurs, de chefs d'établissement, de personnel de l'orientation. Donc ils réétudient le dossier de l'élève et ils vont se servir justement de cette rubrique préférences et autres projets. Donc c'est une rubrique qui doit être référencée, vraiment renseignée avec beaucoup de soin. L'élève pourra indiquer ses préférences parmi les vœux qu'il a formulés, ou pour un domaine particulier. Il peut aussi indiquer si il est intéressé par de l'enseignement privé ou s'il compte candidater hors Parcoursup, s'il a des projets en dehors de Parcoursup. Donc cette rubrique, elle sera consultée par les commissions académiques et on pourra lui faire du coup une proposition d'admission en fonction de son projet, mais aussi en fonction de ses résultats académiques, mais surtout en fonction des places disponibles au moment où son dossier passe en commission. Donc, on donne une priorité géographique. La priorité, elle est surtout sur la zone géographique. Donc, on veille toujours, les commissions veillent toujours à respecter l'adresse du candidat pour ne pas les envoyer trop loin. Mais vraiment, c'est une rubrique qui est essentielle et nécessaire dans l'étude, dans le réexamen du dossier en commission. Donc, n'hésitez pas aussi à accompagner vos élèves pour bien référencer cette rubrique pour aider au mieux les commissions à faire des propositions d'admission ajustées, voilà, adéquates. Autre rubrique, donc la rubrique activités et centres d'intérêt. Donc cette rubrique, elle est facultative, mais nous, dans notre équipe, on recommande quand même les candidats à la renseigner. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la rubrique qui va apporter, on va dire, une plus-value à la candidature. C'est une rubrique où l'élève pourra se dissocier un petit peu de son étiquette d'élève justement, et il deviendra vraiment une personne à part entière avec des projets en dehors de l'établissement. Il pourra y renseigner toutes les activités, tous ses engagements en dehors de l'établissement, donc au sein de sa ville, au sein s'il est engagé dans une association, etc. C'est une rubrique qui est vraiment un atout. Elle est consultée, par exemple, si vos élèves souhaitent se diriger vers des formations sportives. On sait que c'est une rubrique qui est très consultée parce qu'ils ne peuvent pas déposer toutes les pièces qu'ils souhaitent sur Parcoursup. Donc, en général, s'ils sont titulaires d'une certification ou s'ils sont engagés dans une action, dans une association, c'est dans cette rubrique qu'ils pourront l'exprimer. Donc, même si bien qu'elle soit facultative, nous, on recommande fortement de la renseigner. Voilà. Ensuite, nous avons comme dernier élément très important du dossier de candidature, c'est la fiche à venir. Donc, normalement, au deuxième conseil de classe, si vous l'avez déjà fait ou quand vous allez le faire, vous allez pouvoir examiner le vœu de chacun de vos élèves. La fiche à venir, elle concerne tous les élèves de terminale générale, technologique, professionnelle, les élèves aussi inscrits en brevet des métiers d'art, brevet professionnel, brevet de technicien, qu'ils soient sous statut scolaire ou apprenti, mais également les élèves inscrits en classe passerelle. Donc si vous avez une classe passerelle, vos élèves sont également concernés par la fiche à venir. Donc la fiche à venir, elle est renseignée par l'établissement et elle est versée au dossier de l'élève. Et dans cette fiche à venir, on va retrouver les notes. Donc les notes, elles sont remontées grâce à vos remontées de notes. Donc la fiche à venir sera alimentée par vos remontées de notes dans un premier temps. Donc on va retrouver les moyennes de terminale, le positionnement de l'élève dans la classe, mais également dans la matière.
Il y aura aussi les appréciations des professeurs par discipline. Donc normalement, depuis si je ne me trompe pas, 3 février et jusqu'au 5 avril, il est possible de saisir sur la fiche à venir. Donc les appréciations des enseignants par discipline. Vous pouvez renseigner vos appréciations depuis votre logiciel de notes. C'est ce qu'on conseille. Mais vous pouvez également le faire depuis Parcoursup. Mais par contre, cela implique d'avoir un compte Parcoursup. Donc, si vous souhaitez renseigner vos appréciations sur Parcoursup, vous devez vous rapprocher de l'administrateur du site de gestion de l'établissement pour que vous ayez un compte. Donc, si possible, il serait intéressant que l'appréciation apportée par le professeur soit différente que celle inscrite sur le bulletin. On sait que s'il n'y a pas non plus d'appréciation, s'il n'y a pas de commentaire, c'est l'appréciation du bulletin qui viendra, qui va être remontée automatiquement. Mais ce serait dommage parce qu'on passera un petit peu à côté de l'intérêt de cette fiche à venir qui est d'apporter un avis plus global sur l'ensemble de la scolarité de l'élève et pas juste sur une partie de l'année. Donc vraiment, si vous pouvez faire ce travail d'apporter on sait que c'est un peu fastidieux, mais d'apporter une appréciation différente. Sur la fiche à venir, on va aussi retrouver les appréciations des professeurs principaux sur les compétences transversales, mais également l'avis du chef d'établissement sur la capacité à réussir de l'élève sur chaque formation qu'il a choisie. Donc voilà, donc le chef d'établissement pourra dire, bon, par rapport à telle ou telle formation choisie, par rapport au parcours de l'élève, est-ce qu'effectivement il est en capacité de réussir pleinement ou non sur le vœu. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur la fiche à venir, si mes collègues veulent compléter. Alors, je prends le relais. Donc, particularité pour les élèves de bac professionnel qui postulent sur des vœux en BTS ou en BTS agricole. Madame Boyer a commencé à en parler, hein, ces 7 dernières années, il y avait une expérimentation qui avait été mise en place dont l'objectif était de favoriser l'accès des bacheliers professionnels donc en BTS, en finalement donnant en faisant porter la décision d'orientation par les lycées d'origine et non plus le recrutement par les établissements qui portaient le BTS. Suite à cette expérimentation, on s'est rendu compte, constat a été fait en 2023, 97,1% des bacheliers professionnels qui avaient un avis favorable pour cette poursuite d'études en BTS ont reçu une proposition d'admission. Donc c'est un dispositif qui a très bien fonctionné de façon expérimentale. Et là, à partir de la rentrée prochaine, donc dans le cadre de cette Madame Bourgeois, on ne vous entend plus, le micro a été coupé, si vous pouviez le... Et voilà, je parlais dans le vide. Donc, j'étais en train d'expliquer que cette expérimentation qui a eu lieu depuis 7 ans a donné des résultats extrêmement probants puisque l'année dernière, donc en 2023, plus de 97% des candidats qui ont reçu un avis favorable de la part du chef d'établissement pour une poursuite en BTS ont obtenu une proposition une proposition d'affectation en BTS. Donc un dispositif pertinent qui a vocation à être généralisé, hein, donc c'est ce qui va être le cas pour cette campagne Parcoursup, mais avec cependant quelques aménagements. Donc cette expérimentation entre désormais dans le cadre du droit commun. Vous avez ici un tableau qui met en avant le cadre de l'expérimentation et l'évolution. De quelle façon cette expérimentation est généralisée. Le bilan a été fait de cette expérimentation, donc élément extrêmement positif. Et puis on s'est également rendu compte qu'il y avait une certaine hétérogénéité dans la façon dont l'avis était porté par les établissements d'origine. Donc si on reprend le cadre de l'expérimentation, qui était concerné? Donc il s'agissait uniquement des BTS qui étaient en métropole
et à La Réunion. Désormais, ce sont donc c'est tous les BTS de la métropole et puis également les académies ultramarines. On était dans le cadre de l'expérimentation sur quasiment que des lycées publics avec à la marge quelques établissements privés. Désormais, puisqu'il y a eu des conventions nationales signées avec certaines fédérations d'établissements privés sous contrat, le cadre est étendu, notamment avec les lycées qui sont conventionnés, convention RENASUP et d'autres. Quels étaient les candidats concernés? Donc, on avait les lycéens de terminale sous statut scolaire, d'établissements privés ou publics. Désormais, les élèves de bac pro qui sont scolarisés sous statut d'apprenti sont également concernés. Cependant, cela ne concerne pas les BTS en apprentissage, hein, toujours les BTS sous statut d'étudiant. Donc l'objectif était pour le chef d'établissement qui portait un avis très satisfaisant et uniquement un avis très satisfaisant et non pas satisfaisant. Hein. Donc l'avis très satisfaisant déclenchait sur la fiche à venir un avis favorable à la poursuite sur chacun des vœux sur lesquels l'avis était porté, ce qui permettait d'avoir un classement prioritaire dans les BTS, mais dans un cadre qui était la région académique. Donc, on pouvait avoir un élève de bac professionnel de notre académie. S'il faisait un vœu dans une académie hors Île-de-France, même si le chef d'établissement portait un avis très satisfaisant, il ne pouvait pas bénéficier de ce classement prioritaire. Désormais, nous sommes sur un niveau national, donc le même élève qui fait désormais un vœu sur une autre académie en dehors de l'Île-de-France pourra bénéficier de l'avis positif. Donc on ne dit plus avis favorable, on dit avis positif, avec également une nuance, puisque cet avis va déclencher une obligation de classement, mais plus une priorité. Donc le candidat ne sera plus forcément en tête de classement. Le classement reste à la main de l'équipe qui organise le classement des candidatures dans les différents BTS. Nous avions quelques BTS qui étaient exclus du dispositif. Ils restent exclus du dispositif. Nous sommes notamment sur des BTS qui ont des recrutements particuliers, des conventions, par exemple, avec la marine. Dans le cadre de l'expérimentation, il y avait la possibilité pour les établissements d'accueil de faire une demande de retrait d'avis favorable lorsqu'ils estimaient que l'avis porté ne correspondait pas aux attendus de la formation qu'ils proposaient. Ce retrait d'avis favorable pouvait être extrêmement important, hein, puisque l'année dernière, nous avons retiré 255 avis favorables à des élèves de l'Académie de Créteil à la demande d'établissements sur lesquels ces candidats avaient fait des vœux. Donc là, plus de possibilités de retrait d'avis, ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir une cohérence et une étude des attendus de la formation pour pouvoir formuler cet avis positif à la poursuite d'études en BTS dans chacune des spécialités demandées. Une particularité cependant, puisque pour les élèves, les étudiants qui sont en classe passerelle, ils ont été inscrits en classe passerelle avant la généralisation de cette expérimentation. Donc eux, à titre transitoire et uniquement pour cette année, ils auront un classement prioritaire, mais on garde la possibilité du retrait de l'avis positif. Alors, sur quels éléments se base la formulation de cet avis positif? Donc, l'avis positif se porte sur les attendus de la formation qui est visée,
avec plusieurs particularités qui sont à prendre en compte, puisque il existe 4 BTS pour lesquels la maîtrise d'au moins 2 langues étrangères est demandée. On est sur le BTS Commerce International, le BTS SAM, le BTS Tourisme et le BTS Hôtellerie-Restauration. Donc, faire attention, lorsque l'on porte un avis positif, qu'il y ait bien une cohérence entre le bac professionnel que prépare le candidat et puis la maîtrise de ces 2 langues étrangères. Ou alors, le candidat a la maîtrise d'une de ces langues dans le cadre de sa vie personnelle. Autre spécificité, pour un certain nombre de BTS, il y a la nécessité, c'est indiqué dans le référentiel des formations, d'une très bonne maîtrise des matières scientifiques. À titre d'exemple, il y a le BTS Analyse biologique, le BTS Diététique, métier de la chimie, etc. Vous avez également certaines spécialités pour lesquelles la correspondance avec le bac professionnel et le BTS est extrêmement limitée, notamment le BTS métier de l'audiovisuel, collaborateur juriste notarial, analyse biologique, etc. De quelle façon les équipes et le chef d'établissement peuvent avoir connaissance de ces différentes modalités particulières? Le tableau qui existait déjà les années précédentes, le tableau de correspondance entre les spécialités de bac pro et celles de BTS ou de BTS agricole, a été remis à jour. Il est en annexe de la circulaire qui est parue au bulletin académique la semaine dernière. Vous en avez ici une présentation. Donc à chaque fois, vous avez en fonction du type de spécialité de BTS et du bac pro correspondant, la cohérence qui peut être soit faible, soit forte, soit moyenne, avec l'indication des spécificités de ces formations quant à la nécessité d'avoir une très bonne maîtrise dans les matières scientifiques ou les 2 langues étrangères. Alors désormais, le site de gestion Parcoursup. Oui, je reprends la main ou la parole. Alors, là, nous allons entrer dans la partie technique de Parcoursup. Alors, il faut savoir que Parcoursup met toujours à disposition une documentation. Et puis, comme on vous l'a expliqué au début de cette présentation, toute l'équipe, donc Madame Martinel, Madame Ingerboudy et moi-même, nous sommes derrière la messagerie, derrière nos téléphones pour vous accompagner à une difficulté. Et là, on a tâché de faire synthétique. Donc, concernant la fiche à venir. Donc là, je m'adresse spécifiquement aux administrateurs, donc ceux qui gèrent Parcoursup en back-office. Pour que vous puissiez la gérer, il faut déjà avoir terminé votre montée de notes, puisqu'on l'a un petit peu indiqué. La fiche à venir vient être alimentée par un fichier de notes pour vérifier la véracité. Enfin, c'est le suivi des notes pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'erreur par ailleurs. Donc, vous êtes à 100% sur une même périodicité, parce que vous pouvez avoir des classes en semestre et des classes en trimestre. Donc là, selon la petite capture d'écran que vous pouvez... Là, j'ai fait ma remontée, elle est à 100%. Et grâce à ça, j'ai mon petit bouton initialiser ma fiche à venir pour mes classes en semestre, alors qu'à côté, mes classes en trimestre, puisque le T2 va se terminer là sur le mois de mars, donc je ne peux pas terminer ma remontée des notes et je ne pourrai pas, en tout cas si je le souhaite maintenant, initialiser ma fiche à venir. Donc il peut avoir ce petit différentiel. Donc, une remontée de notes terminée, puis validée. Donc, la validation, elle concerne vraiment ceux qui n'ont que une périodicité. Quand je suis en double périodicité, je ne suis pas obligée de la valider. Je remonte un fichier et ensuite, donc, j'obtiens le résultat suivant qui est sur la slide suivante. Donc là, nous sommes sur l'onglet Notes. Et donc, j'obtiens, en plus de mon petit affichage quotidien pour voir où est-ce que j'en suis dans ma remontée des notes, un petit peu plus en bas de page, une nouvelle partie avec ma remontée de notes pour ma fiche à venir. Donc, généralement, le vert est à 100%. C'est un indicateur qui vient me dire que les appréciations enseignants sont remontées. Donc là, pareil, on l'a un petit peu dit. Alors,
dans Pronote, alors non, là c'est l'interface Notes à l'intérieur de Parcoursup. Donc c'est vraiment l'onglet qui vous permet de voir quand je récupère mon fichier Pronote, qui a pu être remonté dans Parcoursup. Donc même si moi j'ai ma remontée de notes à 100% sur Parcoursup, comme le chemin, le circuit est légèrement différent vers la fiche à venir, donc il est possible que vous ayez effectivement des éléments en rouge. Donc là, en vous connectant à la fiche à venir, donc là c'est l'onglet suivant, en vous connectant à la fiche à venir, vous pourrez aller voir très clairement ce qui s'y passe et pourquoi vous avez des espaces en rouge. Généralement, c'est un élève qui est non noté. De ce fait, il n'y a pas d'appréciation et donc pour la fiche à venir, c'est un manquant. Ici, donc, si vous avez les droits, et donc là, ça interroge tout le monde, donc bon, l'administrateur a tous les droits, donc lui, il aura toujours cette interface, mais en tant que professeur, il faut que vous ayez l'onglet Accès fiche à venir, et ensuite, quand on clique dessus, le petit bouton qui me permet d'entrer dans l'interface. Donc, si je n'ai pas l'onglet à venir, c'est pénalisant. Et là, il faut aller vers l'administrateur pour comprendre pourquoi le bouton n'apparaît pas. Mais concernant les prérequis que je vous expliquais en premier lieu, avoir une remontée de notes à 100%, avoir une remontée validée et avoir remonté un fichier, ça génère ce fameux onglet. Donc, si je n'ai pas les prérequis pour initialiser la fiche à venir, l'onglet non plus n'apparaîtra pas. Donc, ce n'est pas toujours une question de droit. Donc sur l'onglet suivant, on va faire un focus uniquement sur la saisie des professeurs principaux. Donc bien sûr, en tant qu'enseignants, ils vont devoir faire une saisie par discipline. Il a pu vous le dire, nous, on préfère que vous ayez un accès Pronote. C'est plus simple que de multiplier d'ailleurs des accès sur Parcoursup et c'est en interface que vous maîtrisez. Et donc là, concernant l'interface pour le professeur principal, il a 4 items à renseigner. Donc, il y en a 3 qui sont obligatoires, la méthode de travail, l'autonomie et la capacité. Et le 4e, engagement et responsabilité de l'élève. Celui-ci est facultatif. Et comme vous allez le voir dans les onglets, les slides suivants, vous avez à renseigner une information. Donc, si vous cochez « oui », engagement et responsabilité, vous êtes contraint de rédiger dans le petit encart. Donc, le professeur principal, vous avez accès autant au logiciel de notes, puisque c'est une saisie que vous pouvez faire depuis le logiciel de notes, ou depuis Parcoursup. Quoi qu'il advienne, vous n'avez pas accès au type de vœu que l'élève fait. Donc, vous faites vraiment un avis au regard de ses capacités générales de réussir dans l'enseignement sup, et là, nous concernant, de réussir vers un BTS généralement. Donc, vous cliquez sur appréciation transversale en tant que PP. Là, sur le deuxième encadré, vous n'avez qu'une seule classe où vos appréciations sont attendues, et c'est pour ça que vous avez un 0 sur 31. J'ai 31 élèves, donc ça me permet de voir où est-ce que j'en suis dans ma saisie. Sur la slide suivante, ça vous permet de voir à gauche que je peux choisir ma classe, parce que je peux être PP sur une classe et professeur référent sur une autre. Et dans ce cas-là, j'aurais eu 2 classes à saisir. Et ensuite, le petit bouton saisir qui me permet d'ouvrir la slide suivante. Donc là, c'est typiquement l'action que le professeur principal ou le professeur référent doit faire par élève. Mon petit élève test. Et donc, j'ai en fait une échelle d'évaluation qui va de peu démontré à très satisfaisant. Donc, il faut savoir que pour une formation qui recrute, ça constitue un élément quantitatif, puisque, alors c'est qualitatif dans l'information qu'il nous donne, mais par contre, au niveau d'un paramétrage pour sélectionner des élèves, si on veut une autonomie très satisfaisante, ben, je peux le cocher et ne faire remonter dans ma liste que ce type d'élève. Donc, voilà, du coup, c'est très utilisé dans le recrutement. Et comme je vous l'avais expliqué, engagement, responsabilité, c'est une question
fermé, oui ou non, et à partir du moment où je mets oui, j'ai le petit encart qui apparaît sur le côté. Donc, on veille toujours à enregistrer sa saisie, voire actualiser, parce que Parcoursup peut nous déconnecter, et donc on peut penser avoir fait quelque chose qui finalement n'est pas enregistré. Il faut savoir aussi que donc, ces éléments-là peuvent être aussi remontés par fichier. Donc, si vous décidez de le faire via Parcoursup, pardon, et si le chef d'établissement ou l'administrateur fait une remontée de fichiers après votre action sur Parcoursup, la saisie manuelle prime sur les remontées de fichiers, donc vos données ne seront pas écrasées. Donc sur la slide suivante, là, c'est juste un petit focus parce qu'on sait que les professeurs vous partagez les classes et donc ça permet de savoir qui a la main sur quel élève et de ne pas venir écraser ou modifier la saisie du collègue. Donc à chaque fois, le petit encadré bleu précise l'appréciation a été saisie par, et donc on a bien le nom, prénom de la personne qui a fait la saisie. Donc voilà, c'est juste le petit point d'attention et veillez à bien vous répartir les élèves avant, puisqu'effectivement, un prof qui prend la main, l'autre ne peut plus l'avoir. Donc c'est terminé concernant l'interface professeur principal, professeur référent. Là, on va passer à la vue interface chef établissement. Alors donc je vais prendre le relais concernant l'interface fiche à venir pour les chefs d'établissement. Donc là, vous avez une capture d'écran de l'interface fiche à venir vue par les chefs d'établissement qui vous permet d'accéder à différentes informations liées à la fiche à venir. Notamment pour pouvoir avoir des informations sur le suivi lié aux appréciations transversales des professeurs principaux. Également, les informations liées aux appréciations des enseignants de la classe. Donc, petit rappel, comme l'expliquait ma collègue tout à l'heure, les appréciations des enseignants de la classe peuvent être saisies sur les logiciels de notes. S'il n'y a pas de modification, c'est-à-dire si en termes d'éléments qualitatifs, il n'y a pas de modification liée à l'appréciation matière pour les enseignants, ce sera soit le bulletin du semestre 1 qui remontera, soit la concaténation du T1 et du T2 qui remontera sur la fiche à venir. Donc, cette donnée qui est les appréciations des enseignants de la classe, peut-être entre guillemets pas faussée, mais elle peut juste également vous permettre de vérifier le fait que soit est-ce que mon appréciation des enseignants a été modifiée par les enseignants, ou est-ce que là, en cours de procédure, ce n'est pas juste les informations de bulletins qui sont remontées de par l'import des fichiers de notes et l'alimentation de la fiche à venir par ce biais. Donc ça vous permet voilà, de plus finement de voir un petit peu où en est ces données-là. C'est également via cette interface que les chefs d'établissement vont devoir renseigner le niveau de la classe pour chacune des classes de l'établissement, mais c'est également par cette interface que vous allez pouvoir accéder à la rubrique avis et appréciation des chefs d'établissement. Alors juste pareil, pour petit rappel, la saisie des éléments de la fiche à venir est ouverte jusqu'au 5 avril. On demande vraiment de pouvoir tenir les délais, tout simplement parce que, comme vous le savez, à partir du 9 avril, la bascule des dossiers candidats va être faite aux formations d'accueil. Donc, c'est important que les éléments liés à la fiche à venir soient évidemment renseignés en amont pour qu'ils puissent être étudiés par les formations d'accueil. Là, on arrive à une slide avec une capture d'écran liée à l'interface chef d'établissement, plus particulièrement sur cette nouveauté entre guillemets de la pastille qui va apparaître quand, dans le cadre du dispositif Bac Pro STS, un avis très satisfaisant va être généré, va être appliqué en fait pour le vœu d'un élève. Dès lors qu'un élève issu d'un bac pro, d'un bac professionnel, va émettre des vœux sur des BTS, vous allez pouvoir, pour chacun des vœux évidemment, renseigner
des avis. Si vous renseignez un avis très satisfaisant en tant que chef d'établissement, pour rappel, cela va déclencher un avis positif dans le cadre du dispositif Bac Pro STS. Dès lors qu'il y aura un avis très satisfaisant qui sera renseigné sur l'interface fiche à venir, vous allez avoir une alerte, une pastille rose, comme sur la capture d'écran, qui va indiquer avis positif déclenché pour ce vœu, pour cet élève, de par l'attribution de l'avis très satisfaisant en tant que chef d'établissement. Donc, pour rappel, il n'y a plus d'obligation la priorité, il n'y a plus de priorité dans le classement, mais il y a une obligation de classer un élève qui aurait un avis positif dans le dispositif Bac Pro STS. Sur la slide suivante, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Évidemment, les chefs d'établissement, vous êtes invités à renseigner des avis et des appréciations liées aux vœux des élèves. Alors, vous avez toujours la possibilité d'appliquer l'avis et l'appréciation à l'ensemble des vœux, mais évidemment, on attire votre vigilance concernant cet onglet-là, tout simplement parce que les élèves, comme vous le savez, ont la possibilité de saisir des vœux qui sont parfois très différents et qu'il faut donc porter une certaine intention pour pouvoir étudier les vœux formulés par les élèves. Tout simplement, le but premier étant que les élèves dans l'enseignement supérieur soient en réussite et donc d'avoir un regard assez juste et cohérent sur cette capacité à réussir de l'élève dans la formation qu'il souhaite entreprendre dans l'enseignement supérieur. Donc, si on revient un peu dans le cadre du dispositif Bac Pro STS, avec le fait que renseigner un avis très satisfaisant sur un BTS va enclencher un avis positif avec, comme vous le savez et comme vous l'avez compris, une obligation de classement dans la formation. Il faut donc pouvoir un petit peu étudier chacun des vœux, parce qu'en effet, on le sait que les élèves peuvent parfois effectuer des vœux en BTS sur lesquels les attendus sont parfois trop différents du bac pro initial, ou alors les élèves n'auront pas acquis les compétences nécessaires pour cette poursuite d'études dans tel ou tel BTS. Donc, c'est vraiment un regard assez fin sur le fait, sur la réalité de est-ce que cet élève peut réussir dans cette formation post-bac dans ce BTS. Donc, évidemment que des avis très satisfaisants, donc avec le fait d'enclencher un avis positif, peut tout à fait être déclenché si l'élève a des compétences hors scolarité qui lui permettent de réussir dans la filière du BTS qu'il entreprend, parce qu'il y a aussi cette réalité qui doit être prise en compte. Mais voilà, donc en fait, par rapport aux avis et appréciations de chef d'établissement, on conseille plutôt de ne pas dupliquer l'appréciation et les vœux à l'ensemble des vœux, mais peut-être de regarder plutôt d'appliquer le vœu par filière ou par spécialité. Voilà, tout simplement pour que ce soit au plus près des compétences de l'élève et de sa capacité à réussir dans l'enseignement supérieur. Et bien sûr, comme à chaque saisie, pensez à bien enregistrer la saisie. Oui. Alors, je voulais juste ajouter une chose. Là, c'est juste au niveau des alertes. La fiche à venir est pensée par rapport à l'étudiant, enfin au dossier candidat. Donc, à partir du moment où les appréciations enseignants et les éléments chiffrés sont remontés, ça ne bloque pas l'élève. Donc, il pourra valider ses vœux et poursuivre. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'alerte au niveau de la fiche à venir sur le fait qu'elle soit renseignée ou non. Si elle n'est pas renseignée, ça pénalise dans le recrutement de l'élève, mais ça ne le pénalise pas
dont le fait qu'il puisse envoyer son dossier dans les dates, à savoir le 3 avril. Donc, il faut juste penser justement à y aller régulièrement, à vérifier, puisqu'il n'y aura pas de pop-up, il n'y aura pas d'alerte particulière. Votre fiche à venir ne sera pas en rouge parce que vous avez oublié de saisir des choses. Donc, c'est vraiment le tableau de bord qui vous permet de voir si tous les éléments quantitatifs et qualitatifs sont remplis. Voilà. La seule alerte qui pourrait être donnée dans le cadre de l'avis du chef d'établissement, c'est lorsque le candidat fait un vœu sur un BTS qui nécessite d'avoir deux langues. Donc là, il y a une fenêtre pop-up qui va ouvrir et qui va signaler cette spécificité de la formation. Mais ça n'est pas bloquant pour le chef d'établissement. Concernant les élèves qui ont changé d'établissement durant l'année de terminale, on est sollicité par les lycées, donc on souhaitait vous donner des indications concernant ces situations un peu particulières. Donc, si un élève est arrivé au cours de l'année en cours dans votre établissement et qu'il a suivi pour le premier trimestre sa scolarité dans un autre lycée, on va vous demander de nous envoyer un message via la rubrique contact du site de gestion Parcoursup pour que vous puissiez renseigner pour cet élève le bulletin du trimestre 2 et renseigner également la fiche à venir manuellement. Il faudra alors informer l'élève que dans ce cas de figure-là, sa fiche à venir portera essentiellement sur le trimestre 2 de votre établissement. Si un élève est arrivé dans votre lycée tardivement, c'est-à-dire après le semestre 1 ou après le trimestre 1 et le trimestre 2, c'est-à-dire voilà, c'est plutôt des élèves qui arrivent en cours d'année sur février-mars au sein d'un nouvel établissement. On invite le lycée A, le lycée d'origine, à conserver l'élève au sein de ses bases du site de gestion Parcoursup, tout simplement parce que c'est le lycée A qui va être le plus à même de pouvoir renseigner les bulletins et également la fiche à venir. Parce que l'élève arrivant très tardivement dans votre établissement, vous n'allez pas pouvoir renseigner de bulletins ni renseigner la fiche à venir. Donc, vous allez inviter le lycéa à conserver l'élève dans ses listes, il va effectuer la remontée de notes pour cet élève, il va renseigner la fiche à venir pour cet élève et dès lors que toutes ces procédures liées aux remontées de notes et aux fiches à venir seront clôturées, donc après que la bascule des dossiers candidats soit faite aux établissements, le lycée B, donc le deuxième lycée de l'élève, vous êtes invité à nous contacter via le site de gestion, message à notre destination, pour que nous puissions vous inviter à récupérer en fait l'élève sur les bases du site de gestion Parcoursup, tout simplement pour que vous puissiez avoir, vous, la visibilité sur le suivi des vœux de l'élève, mais également en fait le suivi des propositions d'admission qui sont faites à ce jeune et le suivi des réponses qu'il apporte aux propositions d'admission qui lui sont faites. Donc voilà, dans tous les cas, s'il y a vraiment des questions pour des situations d'élèves de ce type, n'hésitez pas à nous envoyer un message via la rubrique contact du site de gestion. On vous répond au cas par cas, mais voilà, les grandes lignes, c'est plutôt cette procédure-là qu'on vous invite à suivre. Alors, on souhaitait également faire un petit focus puisque depuis le 1er mars, les candidats ont la possibilité d'ouvrir leur dossier social étudiant. On sait que c'est important. Il s'agit de faire des demandes de bourse ou de logement auprès du Crous. Donc les élèves doivent se connecter sur messervicesétudiants.gouv. Ils ont la possibilité de faire une simulation de demande de bourse sur Parcoursup. Qu'est-ce que permet finalement ce statut de boursier de l'enseignement supérieur? Eh bien, il permet d'avoir une exonération des paiements des droits d'inscription universitaire dans les établissements publics. Il permet également l'exonération du paiement de la contribution de la vie étudiante et de campus, et il donne également la possibilité de bénéficier du repas à 1 € dans les restaurants universitaires. Le fait d'avoir le statut de boursier, comme je le disais en introduction,
permet également aux candidats d'avoir cette aide de 500 € à la mobilité lorsqu'ils changent d'académie. Attention pour les candidats qui acceptent une formation sur les formations sanitaires et sociales. Là, ça n'est pas le Crous qui gère tous ces éléments-là, mais les conseils régionaux qui décident de l'attribution des bourses d'études aux étudiants inscrits dans leur établissement. Pour les demandes de logement, il ne faut pas oublier que l'élève doit cocher la case « J'ai l'intention de demander un logement » et il doit remplir son dossier social étudiant avant le 31 mai s'il souhaite pouvoir bénéficier d'un logement à la rentrée. Les offres de logement seront visibles à partir du 2 mai sur l'application. Donc les élèves ont la possibilité de faire au total 4 souhaits dans la même ville ou dans des villes différentes, portés par des Crous académiques différents. Et puis, début juin, il y aura plusieurs tours d'affectation, un par semaine, qui vont permettre à chaque fois de pouvoir faire des propositions au plus près des candidatures et des besoins des candidats. Les ressources, donc là, ce sont des éléments qui sont à la fois à destination des candidats et des équipes éducatives. Donc à chaque fois, vous avez les liens qui seront disponibles sur le support directement. Donc tout ce qui est sur le site Parcoursup, le site public Parcoursup. Donc la foire aux questions qui est extrêmement riche. Il y a également des ressources, un rappel du calendrier, un petit focus sur les candidats en situation de handicap. Madame Dorol, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots à ce sujet? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais nous pouvons avoir des élèves qui candidatent sur Parcoursup et qui ont un handicap qu'ils souhaitent ou non rendre visible sur Parcoursup. Il y a également des tutos qui sont sous forme de vidéo. Et puis la plateforme ONICEP, la plateforme Avenir, évolue, continue à évoluer et elle propose des éléments pour accompagner les élèves à destination des équipes éducatives et puis directement en direction des élèves. Vous avez également sur le site du SAIO la possibilité de consulter les journées portes ouvertes, mais ces journées portes ouvertes sont également indiquées dans chacune des fiches formation sur Parcoursup. L'accompagnement à distance des candidats, il y a le numéro vert qui est accessible et puis la messagerie contact depuis leur dossier Parcoursup. Et là, on voit que le nombre de messages est assez important en ce moment. Ils ont également la possibilité de s'informer sur les réseaux sociaux de Parcoursup. Madame Boyer en a parlé en introduction, donc le parcours de consolidation en STS au bénéfice des bacheliers professionnels. Donc l'une des mesures de l'évolution du lycée professionnel qui était mise en place à titre expérimental cette année. Donc nous avons trois lycées dans l'académie qui portent cette expérimentation. Ce parcours de consolidation, il a quelle vocation? Il a pour objectif de pouvoir prévenir les risques de décrochage des bacheliers professionnels. On le sait, le BTS, c'est effectivement la formation dans laquelle les bacheliers professionnels réussissent le plus, mais ça ne veut pas dire que tous obtiennent leur diplôme en 2 ans, voire 3 ans. Statistiquement, on a 3 bacheliers professionnels sur 5 qui passent en 2e année et 1 sur 2 qui obtient son diplôme. Donc on est dans un objectif de prévention et d'accompagnement à la réussite de nos candidats. Donc généralisation à la rentrée 2025, comme je le disais, dans tous les établissements qui portent une ESTS. Dès la rentrée, les équipes auront pour objectif d'identifier les étudiants qui sont en difficulté et au plus tard en novembre, donc à l'issue du premier conseil de classe, proposer aux étudiants repérés par l'équipe pédagogique comme étant en risque d'échec ou de décrochage, alors sur différents éléments, leurs acquis scolaires, l'autonomie dans le travail, les méthodologies qui peuvent être fragiles,
donc un accompagnement adapté selon des modalités différentes. Ça peut être un travail sur la méthodologie, de l'accompagnement personnalisé, de l'aménagement des durées de stage, du tutorat, du mentorat. Donc tout ce qui peut être mis en place, qui peut déjà être mis en place hein, d'ailleurs dans les BTS, mais là qui a un cadre et une portée nationale. Un suivi régulier est attendu concernant la mise en place de cet accompagnement en direction des élèves. Et puis, un bilan devra être réalisé en fin de parcours pour chacun des étudiants qui entreront dans ce parcours de consolidation. Donc ça, c'est pour la rentrée prochaine. Nous arrivons à l'heure, ce qui est exceptionnel, au terme de ce webinaire. Merci de votre participation. Est-ce que vous avez quelques questions, puisqu'il nous reste là 2 minutes? Si vous souhaitez poser quelques questions, n'hésitez pas. Oui, il y a quelques questions dans le chat. Il y avait un numéro de téléphone académique. En plus du numéro vert, existe-t-il toujours? Alors, là, il faudrait peut-être préciser la question. Il s'agit de Madame Delphine Michel. Alors, il n'y a pas de numéro académique. Le numéro vert, en fait, a plusieurs entrées et l'une des entrées basculera sur des personnels de l'Académie de Créteil lorsqu'il s'agit de difficultés techniques. Alors là, j'ai une question. Alors, je vais essayer de la résumer. Il y a des élèves qui souhaitent formuler des vœux vers tel ou tel métier, donc soit la voie pro, soit la voie générale, a priori. Vers qui je peux me tourner pour leur apporter des réponses? Avez-vous des sites ou des personnes qui pourraient m'aider à les accompagner? Alors, il me semble qu'on a présenté une page ressources, donc j'espère qu'elle pourra répondre à certaines de vos questions. Je vous laisse peut-être compléter, Madame Bourgeois. Alors, je vous invite à indiquer que dans les établissements scolaires, il y a des psychologues de l'éducation nationale hein, qui peuvent aussi accompagner les candidats au choix et à la projection dans l'avenir, au choix des études. Et puis, il y a les CIO, qui sont les centres d'information et d'orientation, qui sont localisés, donc vous en avez forcément un sur votre district. Et qui sont également ouverts durant les périodes de vacances. Donc là, un certain nombre de CIO ont mis en place des ateliers pendant les vacances de février. Donc là aussi, ce sont des lieux ressources pour nos lycéens. Alors, il y a une question concernant les élèves en situation de handicap. Donc, merci pour cette question. Donc, Parcoursup étant une procédure de droit commun, ils vont faire un dossier comme tout le monde et vont participer au dépôt de candidature, donc aux sélections par les formations qui recrutent. Par contre, en amont, effectivement, il convient d'accompagner ces élèves pour qu'ils puissent constituer leur dossier et mettre les éléments au bon endroit. Donc, de part, il y a une page sur Parcoursup qui est vraiment bien faite et qui permet de voir à tous les niveaux d'un dossier de candidature comment faire. Puisqu'en fait, vous avez une fiche de liaison, mais elle va surtout permettre de faire le lien avec l'établissement qui recrute. Une fois l'admission faite, il y a dans la fiche formation un contact, donc le contact référent handicap qui permet plutôt là d'anticiper les besoins logistiques ou les besoins pédagogiques. Donc, que propose la formation que je vise au regard de mes besoins spécifiques. Et puis, une fois que, on va dire, ce travail est fait, donc une sélection aussi de formation et de localisation qui correspond aux besoins. Donc, une fois que tout ça est fait, donc la procédure suit son cours. Et le jour des résultats, donc qui est au 30 mai, si l'élève en situation de handicap n'a pas d'admission ou il a une admission qui ne correspond pas à son besoin, donc qui ne correspond plus, parce qu'il y a aussi des situations qui évoluent dans le temps, dans ce cas-là, il faut faire appel à la l'AKS. Donc, sur la page Parcoursup,
il est précisé comment on saisit l'AKS. Donc, en réalité, on fait un message depuis son dossier Parcoursup. Nous, on a un repérage automatique. Alors, quand je dis automatique, c'est avec nos petits yeux. Dès qu'on voit un élève en situation de handicap, on me le met de côté puisque je suis la référente au niveau du service. Et ensuite, on met en place le protocole. Enfin, voilà, petit protocole de questions pour pouvoir bien orienter le jeune et sa famille. Et ensuite, on permet que le dossier soit vu par le médecin et ensuite qu'une affectation soit proposée. Voilà. Mais c'est sous condition. Donc, tout sera explicité à ce moment-là. Donc, Parcoursup de manière classique, mais avec un travail en amont pour bien sélectionner les formations et prendre contact avec les référents handicap. Et ensuite, l'AKS, donc la commission académique, vient corriger le tir si malgré cette anticipation, le résultat en termes d'admission ne correspond pas aux besoins de la famille. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Au niveau de la transmission des documents, c'est possible quand le jeune souhaite faire un concours, puisqu'il y a les concours grandes écoles, et forcément, il est possible de demander des adaptations, les tiers-temps, ce genre de choses. Donc oui, là, des documents vont être demandés. Pareil pour l'école vétérinaire, puisque quand il arrive, et c'est très souvent le cas, qu'il y a une adaptation de la scolarité et qu'il soit amené du coup à faire 2 terminales. Or, pour rentrer en école véto, il ne faut pas avoir doublé. Donc là aussi, il demande des justificatifs pour permettre de candidater. Donc ça, c'est les 2 seules conditions au niveau de Parcoursup où des documents peuvent être demandés. Sinon, l'AKS, oui, demandera des documents. Alors, le support de ce webinaire, donc le diaporama sera téléchargeable, on va vous l'envoyer, hein, mais il sera également téléchargeable sur le site du SAIO. Et ce webinaire est enregistré, donc il sera consultable également sur le site du SAIO. Nous vous enverrons également une affiche que nous avons fait, une affiche qui recense les différentes ressources à destination des candidats. Cette affiche, nous l'avons déjà transmise dans les lycées, mais n'hésitez pas à en faire une diffusion la plus large possible auprès de vos élèves. Nous vous remercions de votre participation. Je vous souhaite et nous vous souhaitons une très bonne journée. Oui, bonne journée à vous et puis n'hésitez pas à nous écrire sur la messagerie si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre. Au revoir.